je me suis un petit peu enflammé. Est-ce que ce sera la dernière des tables rondes que nous aurons? Là, pour le moment, on va se poser une question évidemment fondamentale sur le choix et les moyens. Quelle politique énergétique française? Donc on va revenir sur notre territoire. Et avec moi pour en parler, je vous demande de me rejoindre. Je suis déjà assis, pardonnez-moi. Raphaël Schellenberger, qui est député Les Républicains du Haut-Rhin et président de la commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. Bonjour, bienvenue, installez-vous, je vous en prie. Anne Bringot, coordinatrice des programmes Réseau Action Climat France. Bonjour. Éric Piolle, le maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble. Bonjour également. Et Christine Goubert-Milot, qui est présidente de l'Union française de... Ah non, elle est en liaison, c'est ça, voilà. Elle est avec nous. Voilà, je la vois par Teams. Vous êtes présidente de l'Union française de l'électricité. Bonjour également et merci d'être avec nous. Donc c'est vrai qu'on constate, et on y reviendra avec le président de RTE tout à l'heure, puisqu'il sera le dernier invité de cette matinée, que les Français ont commencé à réduire leur consommation d'énergie. Un peu de sobriété, c'est ce qu'on attend d'eux. Moins 5,8% de consommation d'électricité, c'était le chiffre il y a quelques jours. Les entreprises, les collectivités jouent le jeu également, et on va essayer de percevoir ensemble tout ce qu'il est possible de mettre en pratique. Anne Bringot, vous avez publié cette nuit, Réseau Action Climat France, un panorama des dépenses du budget 2023. Donc ça tombe très très bien, qui sont néfastes à l'environnement et au climat. Vous estimez qu'il y a 67 milliards de dépenses néfastes qui ont été votées dans le prochain budget, dans celui de 2023. 67 milliards, et c'est amusant ou pas, je ne sais pas, c'est exactement le montant global de la facture pétrolière de l'Europe pour l'achat de pétrole russe. Vous voyez, donc il y a des similitudes un peu qui interpellent. Quels sont les points noirs, selon vous, de la politique énergétique de la France qui nous fait peut-être prendre du retard aujourd'hui par rapport à la transition ? Eh bien, d'abord, je vais commencer par effectivement la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qu'elle a mis en évidence? C'est notre dépendance vis-à-vis des énergies fossiles. On parle beaucoup en France d'électricité. On pense souvent la tête la première dans cette question de l'énergie en parlant d'électricité. Mais rappelons qu'on consomme d'abord des énergies fossiles en France. Sur l'énergie finale, c'est 42% de pétrole et c'est seulement un peu moins d'un quart d'électricité. Donc on est encore extrêmement dépendant des énergies fossiles et on a très peu agi pour réduire cette dépendance aux énergies fossiles, ce qui va causer une facture énergétique pour la France de 100 milliards pour 2022. Donc c'est considérable. On rajoute à ça le fait qu'il y a en France, et ça ce n'est pas nouveau, 12 millions de personnes qui ont du mal à se chauffer l'hiver, qui sont en précarité énergétique. Donc on voit bien qu'on a en plus évidemment un enjeu climatique. Au Réseau Action Climat, c'est quand même un enjeu qui nous préoccupe en tout premier lieu. Et donc on voit que cet enjeu de réduction de la consommation d'énergie fossile, il n'a pas été réellement pris en main. Pourquoi ? Parce qu'il faut commencer d'abord par les économies d'énergie pour laquelle la France s'était fixé un objectif dans sa première programmation annuelle de l'énergie, de réduction de 7% de la consommation d'énergie, donc toute énergie, entre 2012 et 2018. Résultat, le baisse quasiment très très minime, et donc objectif décalé à 2023, mais finalement on a baissé la consommation d'énergie seulement d'un peu plus de 4% entre 2012 et 2021. Donc on voit bien que sur les économies d'énergie, que ça soit l'isolation des logements, on avait un engagement de l'actuel président de la République en 2017, quand il était candidat, de rénover 100% des passoires énergétiques en 10 ans. Il en reste actuellement un peu plus de 5 millions. Donc on voit qu'on a eu beaucoup de mal sur les économies d'énergie, qui concernent également l'électricité, on pourra y revenir. Et puis sur le développement des énergies renouvelables, de la même manière, alors renouvelables électriques, gaz renouvelable ou chaleur, on avait un objectif de 23% en 2020 dans le cadre d'un objectif européen. On est le seul pays à ne pas avoir atteint cet objectif. Donc on a un problème en France qui est global, qui est qu'on se fixe des beaux objectifs, qu'on fait de la politique, du beau discours, mais qu'on ne sait pas mettre en œuvre. On n'arrive pas à mettre en place les actions
pour atteindre ces objectifs. Et finalement, on a perdu, en ne faisant pas ces économies d'énergie et le développement des renouvelables, on a perdu cette marge de manœuvre qui nous serait extrêmement utile actuellement, alors qu'on a, en plus des problèmes sur les fossiles, on a un problème très spécifique en France sur l'électricité, avec actuellement 19 réacteurs nucléaires à l'arrêt, ce qui évidemment crée des risques de coupure, comme ça a été dit précédemment. Éric Piolle, Bruno Le Maire lui-même a reconnu sur la présentation du budget de 2023 que c'était un budget encore très carboné, expliquant que vu la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'était difficile d'en être autrement, c'est-à-dire de ne pas aider le pouvoir d'achat des Français, notamment en matière d'essence et de carburant. Et d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, les élus écologistes ont voté la ristourne de l'État à la fin de l'été dernier. Est-ce qu'il y a autre chose à faire quand on est confronté au cœur d'une crise comme celle que l'on vit, que d'accompagner finalement, de mettre un peu de côté la transition, le temps de répondre à la fin du mois, avant la fin du monde ? Oui, forcément, il y a autre chose à faire, parce que ce que nous disent les rapports du GIEC et ce que nous dit même maintenant notre expérience sensible, c'est que des crises, en fait, on va en avoir de plus en plus et elles vont s'enchaîner à grande vitesse. Donc, on a eu la crise financière de 2008 qui a quand même coûté 20 points de PIB en dette et qui a mis en danger tout le système économique et a entraîné des disparitions de postes industriels. Sur Grenoble, on a perdu, après 2008, 10 000 postes industriels qu'on n'a pas retrouvés, ou à toute petite échelle. Nous avons vécu la crise des Gilets jaunes, nous avons vécu la crise du Covid, nous vivons maintenant une crise de l'énergie. Donc en fait, les acteurs politiques qui se disent on gère la crise et on verra plus tard, ça ne marche pas. Le système du pompier ne marche pas parce qu'en fait, on va pouvoir écoper cette mer de crise qui arrive en permanence. Donc oui, il faut effectivement une stratégie. Tout à l'heure, l'équipe précédente parlait de planification écologique. Moi, je ne suis pas fan non plus de ce terme parce que je pense qu'il faut un État stratège et que derrière, une fois qu'on a fixé un cap, du coup, ça permet à tous les acteurs de s'orienter. Ils connaissent le cap général de la société, là où on veut aller, et du coup, dans leur boulot, ils sont en capacité de mettre en œuvre quelque chose qui marche avec leur réalité, tout en n'étant pas opposé au cap général. Donc on peut avancer en tirant des bords. Donc quel mix, quel financement? Donc là, on en revient à ce qui est là, c'est que pourquoi est-ce que la France ne développe pas des énergies renouvelables ? C'est quand même aujourd'hui un enjeu majeur. Nous sommes le dernier des pays européens en matière d'atteinte de ces objectifs. Et la ministre Pannier-Runacher disait qu'on allait payer une amende de 500 millions d'euros pour cela. Bon, c'est peut-être un épiphénomène, 500 millions d'euros, vu le déficit abyssal de l'État, mais quand même, ça montre juste qu'en fait, on ne met pas en œuvre. Et je pense que ce qu'on pourrait faire, puisque les gros enjeux, c'est quand même d'abord de parler de réduction de consommation, effectivement. On doit diviser par 2, ça c'est la loi française qui l'a voté, c'est pas un truc de l'Uberlu, c'est la loi française qui l'a voté. On doit diviser par 2 la consommation d'énergie finale d'ici 2050. Et nos usages de l'énergie sont restés assez basiques à travers les âges. On se chauffe, on se déplace et on fait tourner des machines, on fait fonctionner des machines diverses et variées. Donc là-dessus, nous avons une capacité d'ancrer la lutte contre le dérèglement climatique dans des enjeux de la vie quotidienne. Ce qui est pour moi, élu local, l'enjeu majeur, parce que quand on lutte contre la pollution de l'air, on a un retour direct. Ce que nous mettons en place sur le territoire, c'est peut-être compliqué, mais ça nous fait gagner de l'espérance de vie, ça nous fait gagner des AVC, ça nous fait gagner des séquelles de maladies, ça nous fait gagner des maladies chroniques. Quand on dit juste, tiens, on va réduire nos gaz à effet de serre, on le fait par éthique, parce qu'on n'a pas envie d'être des salauds. Mais en pratique, le dérèglement climatique, il va continuer à frapper le territoire grenoblois, qu'on fasse nos objectifs ou pas. Et donc, tout notre enjeu, c'est de l'ancrer dans la vie quotidienne, donc autour du logement, l'isolation des logements, autour des déplacements, décarboner les déplacements, et autour de l'alimentation, réduire notamment l'élevage industriel qui émet aujourd'hui 15% des gaz à effet de serre. Nous avons là 3 stratégies massives de baisse des consommations qui peuvent s'adosser du coup à une stratégie d'énergie renouvelable. Donc nous, c'est ce que nous essayons de mettre en œuvre à Grenoble, aider les bailleurs sociaux, mais également, donc c'est presque un quart des logements, et les copropriétés privées à rénover les logements, plus de 10 000 là juste sur les copropriétés privées, faire une mutation évidemment de la façon de se déplacer.
Et là-dessus, on a une étude de l'INSERM qui montre que non seulement on va gagner en pollution de l'air, donc on va gagner de l'espérance de vie directe en bonne santé, mais qu'on a aussi par les mobilités actives un gain de santé et d'espérance de vie juste par l'activité physique. Donc ça, c'est majeur et c'est une étude qu'on a financée avec l'INSERM, l'Université de Grenoble, qui vraiment montre cela. C'est 8 milliards d'économies d'ici 2050 pour le territoire grenoblois. C'est juste énorme, même si c'est plutôt la Sécu qui ferait ces économies, mais c'est juste énorme. Et puis, évidemment, l'alimentation. On a mis en place le menu standard végétarien dans les cantines grenobloises en septembre, dans une stratégie où on cherche à supprimer cet élevage industriel de nos cantines. Plus de 50% de repas végétariens qui ont été servis dans les cantines de Grenoble en septembre. Et il y a un volet énergie, donc avec notre entreprise locale de distribution et de production, GEG. Et ben là, on va atteindre dans les prochains jours l'équivalent en production électrique 100% renouvelable, c'est-à-dire ni fossile ni nucléaire, l'équivalent de la consommation des ménages grenoblois. Et donc là, on montre qu'en ancrant ça dans la vie quotidienne et en développant des stratégies d'énergie renouvelable qui sont positives pour tout le monde parce qu'elles sont ancrées dans les territoires en matière fiscale, en matière de sens. Les gens cherchent beaucoup du sens. Les énergies renouvelables sont distribuées, elles peuvent avoir du sens et de l'implication citoyenne. Bon, on arrive à tracer un chemin. Et donc oui, que l'État continue à dire bah tiens, là on met en pause parce qu'on gère la crise, là on met en pause parce qu'on gère la crise, là on met en pause parce qu'on gère la crise. Bah, en fait, on ne va faire que gérer des crises de plus en plus fortes. Il vaut mieux travailler notre robustesse du système, les objectifs de long terme, tout en évidemment gérant les crises qui vont s'accentuer. Raphaël Schellenberger, on va parler du nucléaire dans quelques minutes, parce que votre avis sera intéressant, puisque vous êtes un élu de Fessenheim, vous, donc ça sera intéressant d'avoir votre regard sur la situation. Mais votre commission d'enquête a établi une perte de souveraineté et d'indépendance énergétique pour la France. Et est-ce qu'il y a moyen de corriger ça ? Alors d'indépendance, c'est pas évident. On l'a dit, la question des énergies carbonées et fossiles, elle est centrale dans ce qu'on définit comme le mix énergétique français, et on est clairement dépendant sur ces sujets-là. De souveraineté, par contre, c'est évident. D'ailleurs, on le voit, on en est à demander aux Français de réduire leur consommation d'électricité cet hiver. Alors évidemment, certains peuvent se satisfaire de ça, considérer qu'une forme de nouveau projet de société est en train de se réaliser, que nous allons vivre heureux dans la sobriété. Force est de constater que ça n'est pas un choix collectif. C'est une contrainte qui s'impose à tous. Donc on ne peut pas considérer que ça comme une victoire. Si c'était un choix collectif, si on avait eu tous eu envie de collectivement vivre heureux en s'éclairant moins, en se chauffant moins, en se déplaçant moins, en échangeant moins, alors la situation actuelle serait une forme de victoire. Force est de constater que ce n'est pas un choix que les Français ont fait. Donc ça n'est pas une victoire, c'est une défaite cuisante. Donc il y a une perte de souveraineté évidente de notre pays. Alors, je vais tout de suite évacuer la question. Aujourd'hui, notre 19 centrales arrêtées nucléaires. Très bien. C'est dramatique pour l'état de notre parc. Ça pose beaucoup de questions sur l'état de nos ressources humaines en matière d'intervention. Ça pose un certain nombre de questions dans le process administratif qui suit ces dossiers. Ça pose aussi la question du backup. Et à force d'avoir des études tous les ans qui expliquent quel est l'euro dépensé et qui sert une énergie carbone, on ne réfléchit plus à quoi sert cet euro. On ne voit que l'étude annuelle qui dit « rendez-vous compte, ça finance du carbone ». Un exemple très concret. Ces 10 dernières années, on a fermé 13 gigawatts de capacité de production d'électricité pilotable en France. C'était du charbon, c'était du pétrole. Tout le monde convenait de dire que ça n'est pas bien de produire de l'électricité à partir du charbon et du pétrole. Il faut tout faire pour en sortir. Sauf que pour en sortir, on ne fait que fermer ses capacités de production sans réfléchir au backup qui vient remplacer. À la fin, on se retrouve dans quelle situation ? Dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où on est dépendant, ultra dépendant de l'ensemble de notre parc nucléaire, où on en vient à mettre dans la même balance sûreté de production et sécurité d'approvisionnement, et où finalement on crée chez les Français une contre-réaction qui est le rejet des efforts nécessaires à la transition. Donc à force d'avoir des études partiales
qui pointent du doigt, non pas une vision d'ensemble, mais quelques boucs émissaires, ça et là, en disant c'est à cause de cette centrale à charbon que la France n'est pas responsable, eh bien on se retrouve dans la situation dans laquelle on est, où finalement le système électrique français, jamais autant que cet hiver, n'a produit autant de carbone qu'aujourd'hui, puisque évidemment on importe de l'électricité. Si vous regardez un petit peu comment ça se passe, en ce moment, le matin, avant le pic, on importe de l'électricité essentiellement carbonée venant d'Allemagne, essentiellement à partir de lignite allemand, ce qui est quand même la pire des énergies européennes. Pourquoi ? Pour pomper de l'eau dans nos steppes, pour pouvoir écrêter la pointe lorsqu'elle arrive en début de matinée. Voilà l'ineptie dans laquelle on est tombé à force d'avoir des décisions qui ne sont pas animées par une vision d'ensemble, mais par une pression politique de faire vite des choix symboliques. Fessenheim en a été un de ceux-là, de faire des choix symboliques qui n'ont aucun sens, aucune cohérence au niveau systémique. Le backup, c'est peut-être le PR de Flamanville qui devrait tourner depuis 12 ans. Le PR de Flamanville, 1,8 gigawatts. Capacité fermée ces 10 dernières années, 15 gigawatts, Fessenheim compris. Je me tourne vers Christine Goubert-Milot pour avoir votre sentiment par rapport à ce qu'on dit, parce que ça y est, on met les pieds dans le nucléaire et dans l'électricité et la capacité de production électrique. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a sacrifié cette filière et qu'aujourd'hui, ça devient un problème industriel majeur ? D'abord, bonjour à tous, à toutes. Je suis désolée de ne pas être en présentiel, mais je suis testée positive Covid, donc je serai évidemment, avec mes distances, tout à fait engagée dans le débat passionnant qui est ouvert ce matin. Donc peut-être en contrepoint de ce qui a été dit et peut-être en enseignement de cette préparation du passage de l'hiver, le constat est en effet que les marges de sécurité pour notre alimentation énergétique se sont réduites. Donc je pense que ça, c'est un constat partagé. Évidemment, même si la France était moins dépendante du gaz russe que d'autres pays européens, et ce matin, je crois qu'il y avait le ministre allemand Altmaier, elle reste encore très largement dépendante des énergies fossiles, et je crois que Madame Bringot l'a rappelé. Donc, à court terme, nous avons une double tension, une tension sur les prix, mais cette tension sur les prix, elle avait commencé bien avant la guerre en Ukraine, elle avait commencé dès la sortie du Covid et la reprise de la croissance, et une tension sur les quantités et les volumes d'énergie. Alors, la guerre en Ukraine pèse cette fois sur les approvisionnements d'énergie fossile, donc je n'y reviens pas. Nos retards en matière de déploiement des capacités renouvelables, donc là aussi, ce point vient d'être évoqué, mais je le souligne pour évidemment qu'on ait une vision d'ensemble avec un contexte de moindre disponibilité de notre production nucléaire. Donc, des marges de sécurité pour notre alimentation énergétique réduites. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette situation ? Et je rejoins le débat pour dire qu'en effet, le temps est à l'action. Bien sûr, réduire dès à présent nos consommations. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément une consommation, une sobriété subie que nous souhaitons, mais c'est considérer que l'énergie a un prix, une valeur, et qu'il faut l'économiser. Et ça, je crois que cette crise va aussi nous apprendre à considérer la valeur de l'énergie que nous consommons, accélérer l'efficacité énergétique dans le bâtiment, dans la mobilité propre. Donc ça aussi, il faut voir dans cette crise peut-être l'opportunité d'engager des transformations beaucoup plus volontaristes sur nos usages de l'énergie. Et ça, c'est très important. Au-delà du court terme, et nous sommes tous centrés sur le court terme, le passage de l'hiver prochain, c'est accroître les investissements qui vont accompagner la transition énergétique, préparer l'avenir. Et effectivement, au-delà de la crise de court terme, je rejoins Madame Bringot, plutôt que de subventionner sans discrimination les consommations, même s'il faut accompagner les ménages et accompagner les entreprises dans cette difficulté sur les consommations d'énergie fossile, il faut investir délibérément dans le décarboné, dans le renouvelable, pour que l'argent que nous allons dépenser très vite, dès maintenant, serve à gagner de l'indépendance énergétique sur les énergies fossiles et à inclure dans nos territoires l'acceptation de produire notre énergie décarbonée. Et je crois qu'il faut aussi redonner aux Français la fierté de produire une énergie décarbonée, notre énergie décarbonée, pour nos usages. Merci beaucoup. Anne Bringot, vous évoquiez une des solutions qui est
en réalité de consommer moins. C'est cette énergie, c'est cette sobriété-là qui permet de faire des économies et de répondre à la demande qui se profile et qui va être de plus en plus importante, y compris en demande d'électricité, quand on voit la révolution qui nous attend et que tout fonctionnera à l'électricité, de la voiture à la maison, quoi. Oui, alors comme le rappelait Éric Piolle, dans le Code de l'énergie actuellement, donc c'est pas une position d'ONG, hein, c'est ce qui est dans la feuille de route de l'État. Ce qui est prévu, c'est une division par 2 de la consommation d'énergie d'ici à 2050. Donc il y a bien cette vision que la consommation d'énergie doit baisser parce qu'on va isoler le logement, parce qu'on va avoir des travaux d'efficacité énergétique dans l'industrie, etc. Effectivement, par contre, on va plus électrifier. Donc dans cette énergie qui va baisser, la part de l'électricité va augmenter. RTE, dans son scénario de référence, puisque vous parliez effectivement d'avoir une vision globale, RTE essaye d'avoir cette vision un peu globale sur des futurs possibles pour le système électrique. Et RTE prévoit dans son scénario de référence une hausse de 35% de la consommation d'électricité d'ici à 2050. Donc c'est une hausse de à peu près 1% par an. Donc on est sur une hausse certes existe, mais qui n'est pas non plus une hausse aussi phénoménale qu'on pourrait se l'imaginer. Et ça intègre bien évidemment le fait qu'on roulera, que quasiment 100% des véhicules seront électriques en 2050 par exemple. Donc effectivement, il y a bien quand même cette baisse. Par contre, il faut la mener. Ce qu'on voit sur le système électrique, c'est qu'effectivement, il y avait beaucoup de travaux menés notamment par RTE pour voir ces différentes visions possibles de l'évolution du système électrique. Mais ce qui était difficile d'anticiper, c'est la fragilité du système nucléaire qui est malheureusement démontrée aujourd'hui avec une partie des réacteurs qui ont eu des opérations de maintenance décalées du fait du Covid. Donc on voit que quand on a une pandémie, malheureusement, les gens qui travaillent dans les centrales nucléaires, ils ne peuvent pas faire les opérations de maintenance. Donc ça a décalé tout un tas d'opérations, notamment les visites décennales pour passer à plus de 40 ans, qui sont des opérations lourdes. J'entends parfois dire que les centrales nucléaires ne sont pas entretenues. Oui, les visites, en tout cas, ont lieu pour faire pour évaluer les travaux à mener réacteur par réacteur. Donc, évidemment qu'il y a des travaux qui sont menés dans les réacteurs. Et c'est vrai que ces maintenances ont été, pour plusieurs, décalées du fait de la pandémie. Et l'autre cause qui était difficile, encore plus difficile sans doute à imaginer, même si les ONG disaient attention, prévoyons peut-être un crash test, c'est-à-dire un incident sur un réacteur qui soit générique et donc qui oblige à fermer plusieurs réacteurs. Et c'est ce qui s'est produit avec cette corrosion sous contrainte qui n'avait pas été imaginée à la conception, qui est un problème qui nécessite de changer des pièces de tuyauterie en zone très irradiée. Donc ce sont des opérations extrêmement complexes. Est-ce que c'était facile à envisager ? Je me plais à dire que les ONG avaient demandé de faire un crash test, mais très franchement, on n'y croyait pas non plus, qu'il y ait autant de réacteurs à l'arrêt. Donc là, on voit bien que le nucléaire est fragile parce que s'il y a une pandémie, eh bien, on décale des choses. Et s'il y a un incident sur un réacteur, on est obligé d'arrêter ou de vérifier en tout cas sur tous les réacteurs de même modèle si le même incident, si le même défaut existe pour faire des travaux. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué quand même que sur d'autres types de production d'énergie. Donc l'idée, c'est effectivement de regarder à l'avenir, mais avec des temporalités. À très court terme, là, on est au pied du mur. Donc c'est vrai qu'on parle sobriété et nucléaire. Sobriété et nucléaire, à très court terme. À très court terme, le nucléaire, il ne peut pas faire grand-chose, à part réouvrir effectivement les réacteurs, mais on ne va pas faire un EPR en claquant des doigts à court terme. Je pense que là, ça va être compliqué. Donc à court terme, on est au pied du mur, sobriété, on est aussi sur la privation. Donc là, ce n'est pas la sobriété. La sobriété, c'est une sobriété choisie. On se chauffe à 19 degrés parce qu'on peut très bien vivre à 19 degrés, ou on prend de temps en temps son vélo quand on fait des trajets courts. C'est bien meilleur par ailleurs pour la santé. Et puis il y a des villes qui ont développé des réseaux cyclables qui rendent ça très agréable. À moyen terme, à 5-10 ans, c'est la renouvelable qu'on va pouvoir développer. On ne va pas pouvoir avoir de nouveaux EPR qui produisent de l'électricité avant 2037-2040. Donc,
là, ce qui est urgent, c'est la sobriété et le développement des énergies renouvelables, plus l'efficacité, la rénovation des logements, y compris les maisons chauffées à l'électricité. Parce que très souvent, on a entendu, c'est pas la peine d'isoler les logements chauffés à l'électricité, de toute façon, l'électricité est décarbonée. On voit bien que maintenant, l'électricité, elle est aussi rare, et donc c'est important d'isoler tous ces logements. Et puis, il y aura ce débat, il faut un vrai débat de société, en préparation de la loi de programmation énergie-climat de 2023, qui va fixer le cap, qui va dire effectivement vers où on va. Et là, je rappelle les 3 enseignements du débat public de la précédente programmation pluriannuelle de l'énergie. Premier enseignement, fixer un cap et s'y tenir. On voit bien que la France, elle fixe des caps, mais elle s'y tient pas. C'était le cas sur les renouvelables et les économies d'énergie. Deuxième enseignement, intégrer complètement l'enjeu de justice sociale. Ça, on n'en a pas beaucoup parlé depuis ce matin, mais si les gens ont l'impression qu'on demande à certains de faire des efforts et pas à d'autres, ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment intégrer cet enjeu dès le départ. Et troisième enjeu, les territoires. Les gens ont l'impression qu'il y a des décisions ou des projets qui arrivent d'en haut et qui leur sont imposés. Et c'est vrai que sur les renouvelables, la difficulté, c'est qu'on consomme de l'énergie dans les villes, mais on la produit, pas place des Vosges, mais évidemment plutôt dans les zones rurales. Eh bien, les zones rurales, elles ont besoin effectivement d'avoir du coup des contreparties et peut-être de décider aussi de participer aux décisions sur quels sont les projets qu'on met en œuvre, où on les met en œuvre, où va l'argent. Par exemple, en Vendée, la moitié du parc éolien appartient à une SEM, une société d'économie mixte, donc finalement aux collectivités. Et ça se passe beaucoup mieux et l'argent peut être réutilisé dans les collectivités. Donc c'est tous ces débats sur aussi qui possède les moyens de production et à quoi sert l'argent gagné avec ces moyens de production qui devra être également mis en débat. Raphaël Schellenberger, je vous voyais réagir par rapport à ce que disait Anne Bringot. Quelle est votre lecture par rapport aussi à ce qu'elle évoque à l'instant ? Qu'il faille faire des efforts d'efficacité, je partage pleinement. L'idée qu'il faille consommer moins d'énergie, c'est forcément une bonne idée sur le plan économique, forcément, pour les ménages comme pour les entreprises. Donc évidemment, on n'a pas isolé assez vite. Les réglementations thermiques ne suivent pas assez vite, ça c'est évident. On a mis une amorce avec la réglementation thermique de 2012 puis 2020. L'évolution nouvelle de ces réglementations thermiques doit venir, c'est urgent, il faut que ça sorte, il faut que la pression s'accélère. Il y a clairement des défaillances de ce côté-là. Mais je veux dire aussi que l'industrie a largement apporté sa quote-part aux efforts d'efficacité. Et c'est un effort qui est apporté consciemment parce qu'on sait que la ressource énergétique, même si le coût de l'énergie en France était globalement maîtrisé jusque-là, ça restait une charge dont on était dépendant. Et par l'effort que les industries ont fait, elles ont rendu service à la nation. Je pense à une entreprise en particulier qui, par la modification de son process il y a moins d'une dizaine d'années, a rendu à la France l'équivalent de 3 tranches nucléaires en consommation d'électricité. Alors, imaginez si les industriels n'avaient pas fait ces efforts avant l'hiver dans lequel on est, la situation dans laquelle on serait. Sur les émissions de gaz à effet de serre, il en est de même. Au milieu des années 90, une entreprise proche de ma circonscription, un quart des efforts français de réduction des gaz à effet de serre dans le cadre du protocole de Kyoto, c'était une entreprise. Voilà, donc je crois que le milieu économique fait les efforts, il faut continuer à l'y encourager. Parfois, on est aussi sur l'os. La réalité, c'est que certains process industriels, ils nécessiteront toujours de l'énergie et qu'une fois qu'on est sur l'os, la solution qui reste, et c'est la situation dans laquelle on est, c'est de fermer l'usine et de ne pas regarder d'où vient la production et de ne pas regarder quelle est l'énergie produite là où la production est faite. Et c'est la situation un peu hypocrite dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Les efforts, on se gargarise de l'effort national qui est fait ces derniers temps pour réduire la consommation d'énergie. La consommation industrielle a baissé de 15%. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Même un peu plus, on disait tout à l'heure. Même un peu plus. Voilà, j'ai pas les chiffres forcément actualisés. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Si c'est des évolutions de process, oui, c'est une excellente nouvelle. Mais des évolutions de process depuis le mois de septembre, j'ai beaucoup de mal à y croire. Donc ça veut dire réduction de production. Ça veut dire on tape dans les stocks dans un premier temps. Ça veut dire qu'on importe un petit peu plus. Et à terme, comment ça va se passer ?
Donc évidemment qu'il faut faire des efforts collectifs sur la réduction et l'efficacité. Moi, je préfère parler d'efficacité que de sobriété, parce que derrière la sobriété, il y a la réduction du niveau de confort, réduction du niveau de vie. Et ça, je ne suis pas sûr que nous soyons tous d'accord de le partager. L'efficacité, c'est un volant qui me semble important. Après, il y a des moyens, des volets d'efficacité dans nos productions qui sont mobilisables très vite. On a toujours un prisme très centré sur un certain nombre de technologies. Deux exemples. Sur le renouvelable, quasi systématiquement, on parle de l'éolien et du solaire, on parle très peu du reste. Alors, on parle très peu du gaz renouvelable. C'est assez compréhensible parce qu'il y a assez vite un conflit d'usage quand on arrive à des échelles industrielles sur le foncier. Est-ce qu'on se sert du foncier pour faire de la production d'alimentation, ou est-ce qu'on s'en sert pour faire de l'énergie, parce que biométhane, bioéthanol, à la fin, c'est toujours à l'origine de la production agricole. Sur les déchets, c'est différent, mais enfin, la ressource déchets, elle n'est pas de nature à répondre aux enjeux que nous avons devant nous. On parle assez peu de l'hydraulique. On parle assez peu de l'optimisation qui est disponible sur l'hydraulique. Notre parc hydraulique, aujourd'hui, en France, il a 40, 50 ans. Et ces 10 dernières années, on aurait dû faire des efforts d'investissement dans le parc hydraulique qu'on n'a pas fait du fait d'une règle de concurrence européenne et un conflit de règles de marché entre la France et l'Union européenne sur la destination des concessions. Est-ce que ce sont ou non des biens de marché ? Si on investissait dans nos concessions hydroélectriques aujourd'hui, en changeant les turbines, qui à un moment donné ont aussi une durée de vie et qui à un moment donné sont dépassées de technologie, on aurait quasiment sous la main 20% d'optimisation de notre capacité de production électrique, sans faire de gros efforts. Dernier élément, moi je suis assez dubitatif sur les promesses qu'on fait, qui sont des fausses promesses. Alors soit il faut tout dire, soit il faut préparer des alternatives. Et je pense notamment à la question du véhicule électrique. La promesse de la mobilité électrique est une fausse promesse. Soit la transformation de notre parc de mobilité individuelle vers un parc électrique correspond à une réduction de ce parc, c'est-à-dire à moins de mobilité, et notamment moins de mobilité individuelle. C'est un projet politique que certains portent, ça n'est pas le mien. Mais auquel cas, il faut le dire, parce que c'est quand même un bruit qu'on entend assez peu. Quand on dit 2035, fin de la voiture thermique, 100% de voitures électriques en Europe, on dit assez peu que ça voudra dire, par conséquence, moins de mobilité individuelle. Soit il faut se préparer à avoir une autre solution. On le voit, l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui, c'est la situation monopolistique du moteur thermique. Il ne faudrait pas se retrouver demain dans une situation monopolistique du moteur électrique. Travaillons sur l'évolution du moteur thermique, travaillons sur les carburants de synthèse, travaillons sur des sujets comme cela qui nous permettront de ne pas nous mettre dans une impasse technologique qui, à la fin, contraindra des choix de société. Moi, ce pourquoi je me bats, c'est que les gens retrouvent confiance dans la capacité à faire des choix collectifs. La confiance dans le politique, ça veut dire tout dire. C'est-à-dire, OK, on peut avoir des projets de société différents, mais il ne faut pas les imposer. Il faut que ce soit des choix conscients que formulent nos concitoyens. Et pour éviter de les imposer, il faut tout dire. Et je pense que cette question du véhicule électrique est une belle illustration. Éric Piolle, il y a plusieurs choses dans ce que vient de dire Raphaël Schellenberger qui sont intéressantes et sur lesquelles j'aimerais que vous puissiez réagir. C'est vrai que parfois on a un peu... on est pris de vertige quand on voit aussi la vitesse d'évolution de certaines révolutions. On pense à la voiture électrique. Moi, je me souviens du discours de Carlos Ghosn en 2000, disant en 2020, il y aura 10% du parc automobile qui sera 100% électrique. Les gens se moquaient de lui à ce moment-là, en disant ce sera impossible, c'est n'importe quoi. Il était le seul à tenir ce discours. Au moins sur ce point-là, on peut lui donner ce crédit-là. Et ça a peut-être été beaucoup plus rapide qu'on imaginait, cette capacité à prendre en main la révolution du véhicule électrique. Et aujourd'hui, avec des questions qu'on se pose qui sont des problèmes potentiels à un horizon moyen-court terme. Comment est-ce qu'on appréhende politiquement ces révolutions qui peut-être ne prennent pas en compte l'intégralité des coûts et des problématiques ultérieures, et puis comment est-ce qu'on emmène un vivre ensemble et un collectif derrière un discours de contrainte ? Est-ce que emmener un collectif, c'est pas toujours parler de l'exercice de sa liberté et l'exercice de la contrainte ? Bon, oui,
Quand on ne peut pas rouler à 80 km/h devant une école, c'est une contrainte. On nous a obligés à mettre des ceintures de sécurité, on a introduit des limitations de vitesse, c'est une contrainte. Il y a une contrepartie à cette contrainte, c'est qu'on avait 17 000 morts sur la route en 1973 et qu'on en a autour de 3 000. Donc la vie collective est un champ de contrainte et un champ d'épanouissement. Donc ça, moi, le discours de la contrainte, j'y crois pas du tout. Par contre, la question, c'est effectivement le débat sur le modèle de société. C'est ça qu'il faut interroger. Parce que penser qu'on peut réduire notre consommation finale d'énergie par 2, ce qui est un impératif si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, et même, je pense, en réalité, il faudra l'atteindre avant, puisque nous sommes tellement en retard qu'en fait, nous cramons notre budget carbone beaucoup plus rapidement que prévu. Donc, ce budget sera épuisé plus rapidement que prévu, ce qui veut dire que nous risquons de remonter cette date de neutralité carbone 2050 plutôt aux alentours du début des années 2040 probablement, et que d'ailleurs l'objectif français qui est aux alentours des 80 mégatonnes d'émissions de carbone sera peut-être trop haut pour l'objectif de l'époque. Penser qu'on peut faire ça juste avec de l'efficacité, pour moi, est un leurre. Voilà. On ne peut pas diviser par 2 l'économie finale en travaillant sur l'efficacité. Il faut le faire. Moi, j'ai passé 18 ans dans l'industrie, donc ce que mentionnait monsieur sur la révolution industrielle, comment réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'industrie, je l'ai vécu, je l'ai mis en œuvre en tant que cadre dirigeant dans des usines, puis dans des multinationales. Donc, on a vécu ça. Et effectivement, l'industrie a amené beaucoup. Mais effectivement, dans la baisse de consommation de l'industrie, il ne faut pas sous-estimer le fait que les phénomènes de délocalisation sont finalement assez récents. Pendant longtemps, on parlait des délocalisations parce qu'on en avait peur, mais on va dire avant l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2005, c'était encore plutôt des pertes d'emplois liées à de la productivité intrinsèque des entreprises, plus que des délocalisations. Ce que nous avons vécu à Grenoble, les 10 000 pertes d'emplois entre 2008 et 2013, là, c'est la délocalisation. Donc c'est du scope 3, on continue d'émettre, mais on l'importe, on ne le voit plus, sauf qu'on a perdu des emplois, on a perdu de l'indépendance, et donc ce phénomène-là est massif. Et donc là, on a un projet de société, oui, parce que l'efficacité, elle peut être bouffée. Si on prend la voiture, l'efficacité sur les moteurs thermiques, elle a été là, mais en 1980, on avait 20 millions de voitures, on vient de passer les 40 millions, donc on dit attention, on voudrait moins de voitures, mais en fait, on a doublé le nombre de voitures en 40 ans. On y a ajouté 300 kilos donc, de poids, alors qu'on n'a pas pris, nous, 30% de poids. Donc on a dégradé notre énergie cinétique. Et on y a ajouté 20% de puissance. Donc si vous ajoutez ces facteurs, multiplication par 2, ajout de 25% du poids, ajout de 20% de puissance, en fait, on a multiplié par 3 l'énergie cinétique à dépenser. Donc après, on peut faire tous les efforts qu'on veut. Mais si l'effet volume, c'est de faire x3, vous avez beau être très bon, c'est ce que toujours l'exemple des réfrigérateurs. Les réfrigérateurs ont fait plein d'efficacité énergétique, mais sauf que maintenant on peut rentrer à pied dans son réfrigérateur, et donc en fait on a perdu en volume ce qu'on a gagné en efficacité. Et donc là, effectivement, la question n'est pas pour moi une question de sobriété, ni une question de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, qui n'est pas de la sobriété, c'est de la frugalité. Quand vous pelez au bureau, c'est pas de la sobriété. La sobriété, c'est l'arrêt de l'ivresse. Donc la sobriété, c'est le président de la République qui, en revenant de son jet ski, nous dit les amis, c'est la sobriété c'est fini, l'abondance c'est fini. On dit tu reviens du jet ski. Il y a un an, il nous traitait d'amiches quand on pointait les éventuels effets rebonds permanents de la 5G qui ont été pointés quelques mois plus tard dans les mêmes termes, peut-être un peu moins métaphoriques, par le Haut Conseil pour le climat. Donc là, on a une question de dire sobriété, ok, arrêter les gaspillages, ça, je pense que tout le monde est d'accord, c'est assez consensuel. Frugalité, ben non. Là, effectivement, il y a des endroits où aujourd'hui on a froid. Je dînais samedi soir chez un migrant kurde azéri que j'avais accompagné en 2006, qui est maintenant devenu plombier, qui a un super boulot et tout ça. Il disait, c'est incroyable, je vis maintenant dans un logement, il n'avait pas allumé le chauffage, il faisait plus de 20 degrés. À l'époque où j'étais migrant jeune arrivant en France, on vivait dans un espèce de taudis, une passoire thermique, et je dépensais 200 € d'électricité pour avoir un logement tout humide et avoir froid.
bah, maintenant que j'ai les moyens, bah, en fait, je dépense plus. Hein, donc, de fait, on a cette ambiguïté-là qui est majeure sur la frugalité. Un copain patron d'une usine de textile en Isère, là, me disait qu'il a voulu baisser la température un petit peu dans l'usine. Ces couturières qui restent assises toute la journée avec des cadences fortes, elles sont venues en disant, nous, en fait, on arrête de bosser, on peut pas. Donc, cette frugalité, c'est pas un choix. Elle est subie et il faut le rappeler. Et puis par contre, il y a le changement de mode de vie, effectivement, et c'est là-dessus peut-être qu'on a un hiatus, c'est que moi je suis convaincu que notre rapport au vivant, notre rapport à une société de consommation, à une société productiviste, est au cœur, en fait, se déporter de ce productivisme, cette surconsommation, est au cœur de nouvelles libertés que l'on peut acquérir, un nouveau sens. Je pense que beaucoup, notamment des jeunes, cherchent vraiment des questions de sens et d'épanouissement. Et donc là, on a quelque chose qui peut permettre de transformer, parce qu'il y a bien trois dans cette équation. Hein. Il y a l'usage, l'efficacité de cet usage et quelle source d'énergie. Et il faut travailler sur les trois, décarboner les sources d'énergie, travailler sur l'efficacité, mais travailler aussi sur la consommation. Si on ne fait pas ces trois-là, on n'arrive pas à nos objectifs de neutralité carbone. Donc il y a un enjeu très fort, et cet enjeu, c'est évidemment un enjeu de société. C'est pour ça que le travail autour de la lutte contre la pollution est intéressant, parce qu'il réancre le débat dans la vie quotidienne. Vous avez un intérêt pratique, un retour, pas juste que vous avez contribué à l'arrêt du dérèglement climatique de la planète, parce que vous savez bien qu'en France on est 1%, donc quand bien même on ferait tout bien, en fait on n'aurait pas influencé réellement sur le réchauffement climatique, à part par notre capacité d'influence politique dans la diplomatie. Et donc on retrouve, avec la façon dont on s'alimente, se nourrir d'animaux qui ont vécu dans les pâturages plutôt qu'ont vécu sur des caillebotis sans jamais voir le jour. On va retrouver le sens de cela, baisser notre consommation de viande, manger une alimentation locale, se déplacer, peut-être effectivement pas tous, dans un tank d'une tonne 8, nos 80 kilos ou 70 kilos ou 60 kilos, en étant content. On peut retrouver en fait une dimension humaine et sociale, et c'est ce qu'on fait à Grenoble avec l'explosion du vélo. Beaucoup de gens se mettent au vélo, pas parce qu'ils se disent il faut que je sauve la planète, hein, parce qu'une fois qu'ils ont essayé, ils trouvent ça cool. Parce qu'ils peuvent discuter au feu, parce qu'ils ont l'impression de prendre soin de leur santé, parce qu'ils regardent le paysage, parce que voilà. Donc ils font ça parce que c'est un espace de liberté. Ils trouvent ça cool. Et donc avant c'était cool d'être tout seul dans son tank, même dans un bouchon, parce qu'on n'a pas sa famille, on n'a pas son patron, on peut faire ce qu'on veut, on écoute la radio. Et puis au bout d'un moment on se dit est-ce que vraiment c'est ça ma vie? Et donc peut-être on peut tenter autre chose. Bon, c'est déjà très bien d'écouter la radio, ça c'est une première chose. Mais Anne Bringot disait il ne faut pas qu'il y ait une distorsion entre certains à qui on impose finalement des règles et des efforts, et puis les autres qui peuvent en profiter. Et c'est vrai que parfois, ce sera peut-être notre mot de conclusion à l'un ou l'autre, ou aux deux, le sentiment que l'écologie devient quelque part un luxe pour ceux qui sont dans des catégories sociales un peu plus élevées, plutôt que pour ceux qui sont en milieu rural. Alors je vois que vous êtes a priori d'accord, mais ça fait partie des choses que l'on entend, qui remontent. Non, du tout. Pourquoi ? Les gilets jaunes disaient, nous on n'a pas les moyens de rouler en diesel. Ah ben bien sûr. S'il y a un endroit où à la fin il faudra qu'on laisse de la voiture individuelle, on sait que c'est plutôt dans le monde périphérique que dans le monde urbain. Donc aller taper aujourd'hui sur des modes de vie de gens qui sont là sous la contrainte en leur disant ça va vous coûter plus cher, vilain, vous êtes en train de polluer pendant que vous continuez à vous promener en avion et à étendre. Hein. Je rappelle que pour la fréquentation de l'avion, quand j'ai commencé mon premier mandat en 2014, un quart des Français avaient pris l'avion dans l'année. 6 ans plus tard, c'était 36% des Français qui avaient pris l'avion dans l'année. Donc on a un problème qui est en train de s'étendre. Et évidemment, la question de la justice sociale est au cœur de tout cela. C'est ce que pointait le GIEC. Les 10% les plus riches en France émettent, les plus aisés, parce que la limite c'est 3 300 €. Le dernier décide, il commence à 3 300 € par unité de consommation. Quand vous gagnez 3 300 € par personne, vous vous considérez sans doute pas riche. Donc je dis les plus aisés. Et ben ces 10%-là émettent 18 tonnes de CO2 par personne. Les 50% les moins aisés, 4 tonnes. Donc l'écologie n'est pas un truc pour les aisés. Hein. Les aisés, eux, ils doivent passer de 18 tonnes à 1 tonne. En 30 ans, ça va faire un petit choc. Peut-être qu'ils resteront au-dessus parce qu'il y aura toujours des écarts, évidemment, dans la société. Mais c'est juste là, purement, tout le monde voit bien que si la barre se déplace des 9 tonnes qu'on émet aujourd'hui à 1 tonne ou 1 tonne 3, comme c'est notre objectif pour 2050, l'écart type, la disparité des modes de vie ne pourra pas être aussi forte et on ne pourra pas continuer à avoir 10% de la population qui émet 18 tonnes. Donc l'écologie, ce n'est pas un truc pour les couches sociales
aisées, si tant est, sinon qu'elles se disent tiens, il faut que j'arrête de prendre l'avion, qu'elles fassent leur bilan carbone et qu'elles regardent viande, déplacement, et notamment déplacement en avion, mobilité de tous les jours, logement. C'est ça qui va faire le gros des enjeux. Je fais le tour de table sur cette question pour conclure. Peut-être très rapidement, le problème que l'on a actuellement, c'est l'accessibilité aux solutions pour les ménages aux bas revenus. Actuellement, si vous avez des moyens financiers élevés, vous pouvez isoler les logements. Vous regardez les chiffres de MaPrimeRénov', ce sont essentiellement les ménages aisés qui isolent de manière performante leur logement. Les ménages les moins aisés, ils changent juste le mode de chauffage, donc ils se retrouvent toujours avec des factures élevées. Donc finalement, ceux qui ont le moyen d'investir pour ensuite payer moins la facture d'énergie, ce sont les riches. Ils investissent, mais après, ils vont payer moins. Véhicule électrique, de la même manière. C'est que les ménages aisés qui peuvent se payer un véhicule à 25 ou 30 000 euros, et à la fin, ils le branchent chez eux, ça ne coûte quasiment rien finalement en recharge. Et donc la difficulté, c'est comment on rend accessible des solutions aux ménages aux bas revenus pour qu'ils puissent continuer à se déplacer pour aller travailler ou autre, et qu'ils puissent être dans un logement bien isolé, alors que pour certains, ils n'ont pas le moindre euro pour investir dans des travaux. D'où l'intérêt de flécher les moyens publics vers ces ménages-là, puisque les ménages privés, s'il y a un signal prix un peu plus élevé, verront un intérêt à isoler leur logement ou à utiliser un autre mode de transport. Et on en revient effectivement au montant des dépenses néfastes, dont le bouclier tarifaire et les aides au carburant qui ont été distribuées à tout le monde, y compris les plus aisés, alors qu'il aurait fallu les flécher vers les ménages aux bas revenus. On va finir avec vous, Raphaël Schellenberger, mais juste avant, parce que, pardonnez-moi, Christine Goubert-Milot, je croyais qu'on vous avait perdu. C'est pour ça que je vous avais pas donné la parole. Non, j'étais toujours là, donc, bien entendu. Eh bien, écoutez, je vous laisse aussi réagir par rapport à cette problématique, et puisqu'on s'approche de la conclusion de notre table ronde. Oui, moi je voudrais revenir sur notre enjeu principal, c'est bien de consommer moins d'énergie fossile. La sortie des énergies fossiles est une ambition pour le climat. Et lutter contre le changement climatique, c'est vraiment aussi une réponse aux défis des crises dont on parlait tout à l'heure. Et puis pour donc consommer moins d'énergie fossile et consommer mieux l'électricité, il faut revenir ici au fait que l'électricité, c'est un équilibre offre-demande, donc en permanence, en temps réel. Et effectivement, le moment où on consomme ce n'est pas la même chose, donc ce n'est pas le même prix, ce n'est pas le même problématique de tension selon que l'on consomme quand il y a une tension sur le système électrique. Et donc, la flexibilité de déplacer nos consommations, et donc grâce à Mon EcoWatt, grâce à un certain nombre d'outils, de dispositifs de pilotage de nos consommations, on va devoir apprendre, et ça c'est une évolution sociétale également, à déplacer nos consommations. C'est pas de la sobriété, c'est une forme de différenciation de nos usages avec l'électricité. Donc ça, c'est quelque chose que les Français sont en train d'apprendre. Et il y a des outils pour cela. À l'Union française d'électricité, avec les industries électroniques et du digital, nous poussons effectivement de développer très massivement non seulement les thermostats, mais aussi les dispositifs de pilotage dans les appartements, dans les entreprises, pour réguler et déplacer nos consommations. Ça, c'est vraiment un point très important, d'autant qu'on va vers un mix électrique qui comportera une part d'énergie décentralisée variable, c'est-à-dire, j'utilise pas le mot intermittent, j'utilise le mot variable, donc qui va encore effectivement être un élément de flexibilisation nécessaire dans nos usages, parce que évidemment les ressources naturelles, elles produisent pas toutes au même moment, le soleil, le vent, donc nos usages vont aussi devoir s'adapter à cette différenciation de production. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de complémentarité dans les technologies de production d'électricité décarbonée. On a besoin d'énergie variable et il faut développer plus rapidement. Nous sommes en retard, mais nous aurons aussi besoin d'un socle pilotable, nucléaire, décarboné, parce qu'en effet, on va pouvoir jouer pour le système électrique sur ces complémentarités pour ajuster en permanence, à court et moyen terme, l'équilibre entre l'offre et la demande. Demande d'électricité, qui, cela a été dit, va augmenter du fait que même si on est économe et si on sait bien gérer les effacements de cette consommation à un certain moment de tension, on va substituer plus d'électricité aux énergies fossiles.
Voilà, donc tout cela est en dynamique. C'est bien le sens des scénarios de RTE, d'anticiper ces scénarios. Et moi, j'incite et je souhaiterais vraiment que dans le débat politique, on arrête d'opposer les énergies variables et le nucléaire. Nous aurons besoin de l'hydraulique, du nucléaire existant, tant qu'on l'a, maintenons-le, entretenons-le pour pouvoir le faire durer le plus longtemps possible pour financer cette transition énergétique. Les énergies renouvelables, toutes les énergies renouvelables, avec des conditions d'acceptation et de foncier et un rôle des collectivités locales au cœur du déploiement de ces énergies renouvelables, nous avons besoin de toutes ces technologies décarbonées. Et il est temps de ne plus opposer et il est temps d'anticiper toute cette transformation, y compris jusqu'aux réseaux de distribution et de transport qui, eux aussi, doivent s'adapter. Et nous n'avons que 3 décennies pour faire tout cela. Et moi, si vous voulez, mon urgence, finalement, c'est d'anticiper cette transformation. Nous n'avons plus que 3 décennies pour préparer le mix électrique futur pour nos enfants, nos petits-enfants. Et ceci, c'est des débats qui sont aujourd'hui au Parlement, dans notre Parlement, sur une loi d'accélération sur le nucléaire, sur le nouveau nucléaire, et une loi d'accélération sur les procédures pour les énergies renouvelables. Tout cela est d'intérêt public majeur pour notre pays, au-delà de la crise et de la réduction des capacités que nous observons. Et donc, il est plus que temps de préparer cet avenir. Et effectivement, dans cet avenir, ça n'est pas la sobriété subie, hein, c'est vraiment des évolutions dans nos usages de l'énergie également et de l'électricité en particulier. Merci beaucoup, Christine Goubet-Millot. Dernier mot, donc, Raphaël Schellenberger, pour conclure cette table ronde. Très vite, c'est des défis énormes auxquels on a à faire face. La difficulté qu'on a aujourd'hui dans la façon de les appréhender, et ça a été un peu dit, c'est que souvent, on imagine en ville des solutions pour les appliquer à la campagne. C'est ce qui a fait les Gilets jaunes, c'est ce qui rend tout ça assez inacceptable. La question des éoliennes, elle est symptomatique de ce point de vue-là. On trouve ça bien ici à Paris, des éoliennes, mais effectivement, c'est à la ruralité qu'on en subit les conséquences. C'est vrai pour l'énergie et c'est vrai pour tous les enjeux environnementaux auxquels on a à faire face dans la façon de prendre les règles. Un exemple illustratif. Je suis, comme beaucoup de Français, petit-fils d'ouvriers paysans. C'était le modèle social il y a quelques décennies en France. Mais aujourd'hui, vous voudriez vivre à la ruralité, entretenir votre carré de jardin et votre bout de verger. Moi petit, je n'ai mangé que des carottes, des pommes de terre bio. Hein. Tout venait du jardin. C'était assez simple. Mais vous voudriez le faire aujourd'hui, vous vous retrouveriez confronté d'abord à la loi sur le zéro artificialisation nette. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas un enjeu à mieux équilibrer notre consommation de foncier, à ralentir, voire stopper l'extension périurbaine telle que la France l'a subie ces 2 dernières décennies. Mais la conséquence de cette loi, c'est que même en ruralité, alors qu'on voudrait avoir peut-être en projet un mode de vie alternatif et plus proche de la nature, on ne peut plus construire. Et on a complètement étouffé ces territoires qui ne font que subir une conscience qu'on s'achète en ville. Donc, évidemment qu'il faut un équilibre social de la transition énergétique. Il faut aussi un équilibre territorial. Aujourd'hui, on n'y est pas. Et c'est l'urgence absolue. Parce que si on ne traite pas cet enjeu, qui est un enjeu politique, sociétal, on se retrouvera très vite dans la même situation de blocage que ce qu'on a connu avec les Gilets jaunes. Merci beaucoup, merci à tous les 4 d'avoir participé à cette table ronde. On va évidemment poursuivre cette réflexion. Je vous le disais tout à l'heure, la dernière étape avant de recevoir le président de RTE, ce sera de se poser la question de quelle formation, et quel type de métier on crée pour pouvoir répondre aux demandes énergétiques des prochains mois et surtout des prochaines années. Merci.